comme un adulte. Nous vous présentons aujourd'hui le deuxième et dernier document consacré au système judiciaire américain pour mineurs, un système qui, précisons-le, varie d'un État à l'autre, pour savoir ce qu'il adviendra maintenant des 4 jeunes criminels dont nous avons entrepris hier de suivre le parcours devant la justice de Californie. Il y a des périodes où il semble que tous les Américains font le même cauchemar. Ils ont peur de leurs propres enfants. En raison des images qui montrent certains jeunes en train de commettre des actes si violents et cruels, si peu caractéristiques de l'enfance, cela devient incompréhensible. Partout aux États-Unis, les collectivités commencent à dire « ça suffit ». Et elles exigent que les enfants qui commettent des délits violents, les récidivistes, soient jugés comme des adultes. C'est un jeune de 17 ans, inculpé de tentative de meurtre. Il y a de nombreuses victimes. Contrairement au tribunal pour les adultes, le tribunal de la jeunesse est normalement interdit au public. Mais à cause de l'attention accrue que l'on accorde aux jeunes contrevenants, les juges du comté de Santa Clara, en Californie, ont accordé à l'équipe de l'émission Frontline du réseau PBS l'accès complet aux tribunaux, aux centres de détention des jeunes contrevenants, aux agents de probation et aux conseillers. Cette émission est une rare incursion au cœur du système judiciaire pour les jeunes, avec les délinquants ayant commis les délits les plus graves. Pendant plus d'1 an, nous avons suivi l'évolution de 4 jeunes hommes. Sean, 17 ans, accusé de tentative de meurtre sur son père. Après une entente avec les procureurs, il plaide coupable et peut rester au tribunal de la jeunesse. Avant de prononcer sa sentence, le juge l'envoie sous observation pendant 90 jours au centre de détention des jeunes contrevenants de la Californie. José, 15 ans, arrêté pour meurtre. Jugé au tribunal des adultes pour une accusation réduite d'homicide involontaire, il est condamné à 208 jours au centre de détention des jeunes contrevenants du comté de Santa Clara, en Californie. Marquise avait 17 ans lors de son 7e délit de vol. Âgé maintenant de 18 ans, il est transféré dans un centre de détention des adultes, une prison du comté de Santa Clara. Il est en attente pour savoir s'il va être jugé au tribunal des adultes ou à celui de la jeunesse. Manny, 17 ans. 4 tentatives de meurtre lors d'un vol. Notre équipe a observé les efforts du tribunal de la jeunesse en vue de déterminer qui est réhabilitable et qui ne l'est pas. Dans le feu du débat politique à propos du traitement des jeunes contrevenants, les jeunes eux-mêmes sont souvent réduits à des symboles. Mais ici, au centre de détention des jeunes contrevenants du comté de Santa Clara, en Californie, chacun d'eux reste un individu. Accusé de meurtre lors de l'agression brutale d'une famille, Manny sera peut-être jugé comme un adulte. Mais pour le personnel qui normalement ne fait pas enquête sur les détails des délits qui ont mené les jeunes ici, Manny est un autre jeune qu'on peut aider. All right, C and D section, stand by your door. You guys ready? Huh? Yes, sir. Sir. All right. We tell them once they enter the door. Dès qu'ils franchissent le seuil de la porte, nous leur disons que c'est la tolérance zéro pour les gangs. La moindre bataille de gang, toute forme de représailles, de discussion ou de graffiti concernant les gangs, et vous ne sortirez plus jamais de votre chambre. C'est le discours que j'ai servi à Manny. Et l'envers de la médaille, si tu veux te prendre en main, tu en as l'occasion. Et dès le premier jour, je n'oublierai jamais, j'étais assis au bureau seul, et Manny est venu me voir et m'a dit, « Monsieur Parker, je veux me prendre en main. » Get myself together. Face the wall. Face the wall. Crump. Don't anticipate. Le conseiller Chris Parker espère remplacer chez le jeune l'estime de soi que lui procure son appartenance à un gang par la confiance en soi qui découlerait de ses réalisations personnelles. Il dirige un programme, le défi de l'homme responsable. Tired, guys? Sir, no, sir. You want to quit? Sir, no, sir. Mr. Parker used to tell us, you know, if you guys are such men, you know what I mean? You guys are out on the street, you know, shooting people, shanking people. But you come in here, you can't even do a push-up, you know, you can't even run for, you know, 5 minutes. 30 jumping jacks. Lead it off for me, Manny. 30 jumping jacks. Hands to your side. Hands to your side. Ready? Begin. It made me feel kind of proud, you know, like to finish it. There would be like people that would just quit, go to their rooms. I didn't want to be a quitter, you know.
L'une des raisons qui motive Manny à s'améliorer, c'est son fils. Manny a grandi sans son père et maintenant, il craint de rater l'enfance de son propre fils. I got a chance to be a dad, you know. And I was a dad out there for like 3 months, you know. I felt real good. Had my son. Had my family, had my lady. I don't know. But, I gave all of it up in a second, you know. And Manny's very hungry. Manny est affamé, He's hungry for affamé de wisdom. sagesse, He's de hungry for connaissances. knowledge. But the streets Mais la rue took ne l'a him pas in the aidé. wrong way. They made him street smart and they made him street Il a wise. appris à se débrouiller I dans la think rue. if Manny had, Je pense que si Manny pouvait compter sur quelqu'un de beaucoup plus fort que lui dans la vie, de manière continue, il se serait bien mieux tiré d'affaire. better than he's doing now. B8, you have 1 minor returning. Thank you. Sean a quitté le centre de détention de la Californie et il revient au centre de détention du comté. Son évaluation ne s'est pas bien passée. Dès la première semaine, Sean a eu des ennuis. When I first arrived at CY, I was placed in a room with a child molester. 3 days later is when I got my first day actually outside with general population. Et alors, Sean raconte qu'un membre d'un gang de Blancs s'est approché de lui, a sorti un couteau et lui a lancé un ultimatum. He displayed a knife in plain view, said he got to rape him. I said, why? He's like, that's a child molester, that's what he gets. That's what he deserves. That's how we deal with child molesters up here. This ain't juvenile hall. This is Y8, this is state, bro. L'après-midi, le gardien qui patrouillait dans les corridors a surpris Sean qui contraignait son compagnon de cellule à lui faire une fellation. Tu as forcé ce jeune à le faire? Yeah. Comment vois-tu cela? At the time, I mean, I didn't feel that there were any other options around it. You know what I'm saying? I could have snitched out. I'm saying if I got sent back to the Y, then I'd have been a punk and I'd have been getting raped in the ass and I'd have been getting stuck and pwned for everything that I had. And when you're faced with that kind of situation, you don't react as you would otherwise. You know what I'm saying? It's like when somebody's got a gun out and they're robbing you. You're not thinking, you know what I'm saying, maybe I'll just punch him, you know what I'm saying, and try to get the gun away from him. Tu t'es dit, c'est lui ou c'est moi? Yeah, that's the choice it comes down to. On va s'en sortir, d'accord? Je sais que tes parents sont paniqués et je les comprends. L'avocate de Sean espérait que l'évaluation convainque le juge que Sean ne représente aucun danger et qu'il n'est pas nécessaire de l'incarcérer au centre de détention de la Californie. Au lieu de cela, Sean vient de plaider coupable à un nouveau délit. Ça risque de compromettre ses chances de rester près de chez lui. Sean a été envoyé au centre de détention et dès sa première semaine, il y commet une agression sexuelle. Comment avez-vous réagi en apprenant cela? J'ai été très surprise. Ça vous a-t-il fait changer d'idée quant à la suite? Non. Dès le premier jour, j'ai pensé que Sean a besoin de thérapie. Ce jeune a maintenant commis 3 délits violents, y compris le vol, sous la menace, d'enfants de 11 et 12 ans, et une agression sexuelle contre son compagnon de cellule. Et cette fois, il n'est pas question de somnambulisme. Pourquoi ce jeune n'est-il pas simplement considéré dangereux? Ce jeune est malade. Si on songe à protéger la population, il vaudrait mieux recourir à une intervention thérapeutique. Tandis que Sean attend sa comparution finale au centre de détention du comté, José, son ancien compagnon de cellule, en sort. Après avoir purgé une peine de 208 jours pour homicide involontaire, José va recouvrer la liberté. Vos chambres sont très en désordre. Très, très sales. Plusieurs d'entre vous devront être disciplinés. I look at it like my last chance. You know, if I mess up, I go to prison. I've already been told one little mistake, I go to prison. And I ain't trying to mess up because this is a big chance that I got. You're a bright kid, you can get it done. You got a second chance. This is your second chance. Right? All right. Well, have fun, huh? I ain't as excited as I thought I'd be about getting out,
You know, there's a lot of problems out there in the streets and tempting things out there for me. And I know how it's going to be for me. It's going to be hard. À 17 ans, José sort du centre de détention des jeunes, mais il a un casier judiciaire d'adulte pour la vie. Il est beaucoup trop tôt pour prédire ce qui va se passer demain. Mais tous les pères, tous les parents espèrent le meilleur. Nous allons poursuivre avec les contre-interrogatoires. Monsieur Bell, veuillez témoigner. Vous êtes encore sous serment. À l'audition de la requête d'admissibilité au programme de réhabilitation de Manny, la situation se retourne contre lui lorsqu'on arrive au 5e critère, la gravité du délit. Le fait qu'on l'accuse de tentative de meurtre non pas sur une, ni deux, ni trois, mais bien sur 4 personnes, est plus grave que s'il y avait qu'une seule victime. Est-ce exact? Oui. L'agent de probation de Manny le considère inadmissible en vertu du 5e critère, la gravité du délit. As-tu des regrets? Yeah, I'd rather be at home right now, so... Dis-moi, as-tu du regret parce que tu es ici ou parce que des personnes en ont souffert? Both. Es-tu prêt à changer? I want a better life, you know? I think change takes time, you know what I'm saying? It's like, you can't just, I mean, you could, but... Mais tu n'es pas encore prêt? I'm not sure if it's... I mean, yeah, I want to change, you know? For my son, you know, I want to, like, get out and start roaming the streets and all that again, you know? But if push comes to shove, I ain't gonna turn the other cheek, you know? I mean, I still got my pride. So if someone's like, someone disrespects me or my son, or my family or my mother, then that's when, you know, you gotta take action, you know? Même si ça signifie un long séjour en prison? Yeah, it's like by any means necessary. If you have to, you know. Au tribunal, les avocats font leur plaidoyer final. Votre honneur, cette cause est quelque peu inhabituelle. L'agent de probation, un évaluateur indépendant, a témoigné qu'à son avis, Manny est admissible en vertu des critères 1 à 4. Le seul critère en vertu duquel il a déterminé que Manny est inadmissible au traitement est le critère numéro 5. Mais la poursuite insiste sur le fait qu'on ne peut pas, qu'on ne doit pas fermer les yeux sur la violence. Il fait partie d'un gang et il a commis un crime avec d'autres membres du gang, avec des armes. Il a utilisé un couteau pendant l'agression. L'une des victimes était extrêmement vulnérable. Il est inadmissible en vertu du 5e critère, et il suffit d'un seul. D'après la loi californienne, Manny étant âgé de 17 ans et étant accusé d'un délit commis avec violence, si on détermine qu'il est inadmissible en vertu d'un seul critère, on doit le référer au système des adultes. Je ne peux pas réfuter les faits. Il est clair qu'il s'agit d'un délit grave et on ne m'a pas présenté de preuves circonstancielles susceptibles d'atténuer la gravité du délit. Il s'agit indubitablement d'une agression crapuleuse. Je suis donc contrainte de constater qu'il n'a pas réussi à réfuter la présomption d'inadmissibilité et qu'il doit être transféré au tribunal pour les adultes. Merci. Manny doit dire au revoir à son enfance. On le transfère à la prison des adultes où il sera intégré au système. La seule chose que je te demande, c'est de rester calme. Ne dis rien.
Ce soir-là, le conseiller Chris Parker est mis au courant pour la première fois des détails de l'arrestation de Manny. Je ne pouvais pas le croire. Je n'arrivais pas à croire qu'il ait fait cela. Le jeune homme que j'ai connu ne m'a pas semblé capable de commettre un tel crime. And you're gonna come back, Manuel. Spread your feet apart. Je pense que Manny était en état de choc. Manny avait peur de la réalité et de ce que l'avenir lui réservait. Je pense qu'il a compris tout d'un coup ce qui s'est passé. Et maintenant, il doit payer pour ce qu'il a fait. Cela m'a fait quelque chose. J'aurais aimé qu'il en soit autrement. Au tribunal de la jeunesse du comté de Santa Clara, la requête d'admissibilité de Marquise a maintenant battu tous les records de durée. Le moment des plaidoyers est enfin arrivé. Contrairement à Manny, Marquise est accusé d'un délit commis sans violence. La juge Hoffman ne peut le trouver inadmissible à partir d'un seul critère. Elle ne peut l'envoyer au tribunal des adultes que si elle détermine qu'il est inadmissible en pondérant tous les critères. Très bien. Je constate que vous êtes tous les deux prêts à présenter vos plaidoyers. Monsieur Gardner, voulez-vous amorcer votre plaidoyer final? Voilà ce que j'appelle un cas extrême, d'antécédents longs et constants, au point que c'en est époustouflant. Il n'y a absolument rien jusqu'ici qui témoigne du moindre désir de cesser de commettre des délits pour vivre. Il gagne ainsi sa vie, malheureusement. Et cela le rend inadmissible au système pour les jeunes. Votre honneur, il ne suffit pas de constater les nombreux antécédents de délinquance. Ce sont des éléments indéniables. Mais la demande de renseignements va beaucoup plus loin et nous devons nous demander ce que ces antécédents de délinquance démontrent par rapport aux ressources que le tribunal de la jeunesse peut encore fournir afin de réduire de manière importante le comportement criminel du prévenu. Voilà. Bien que je ne rendrai pas un jugement aussi bien formulé que si je suspendais l'audience, je vais tout de même procéder. Car je vois Marquise qui a baissé la tête tout l'après-midi. Je pense aux tensions que sa mère et lui ont vécues en assistant à toutes ces auditions. Le premier critère que j'ai considéré, c'est évidemment le degré de sophistication criminelle qu'a démontré le mineur. Je constate qu'il y a une circonstance aggravante, car il a planifié les cambriolages. Il y a eu planification. Je le trouve donc inadmissible en vertu du premier critère. Le deuxième critère concerne la possibilité de réhabilitation avant l'expiration de la juridiction du tribunal de la jeunesse. Je le considère admissible. Le troisième critère concerne ses antécédents de délinquance. Il a commis 8 délits graves, sans compter le dernier cambriolage dans le comté de Santa Clara. Cependant, il a eu une enfance horrible. Et ce mot « horrible » la décrit très bien. Peu encadré, voire pas du tout. Donc, en vertu de ce critère concernant les antécédents de délinquance, je le considère admissible. Par rapport au quatrième, la réussite des tentatives antérieures de réhabilitation par le tribunal de la jeunesse, je le considère inadmissible. Ayant déterminé que Marquise est inadmissible d'après 2 critères et admissible d'après les 2 autres, la juge se prononce à propos du dernier critère et elle rend sa décision. Le 5e critère porte sur les circonstances et la gravité du délit. Par rapport à ce critère, je le considère admissible. Je conclus donc que Marquise est admissible au traitement offert par le tribunal de la jeunesse, en me basant sur les critères que le tribunal doit prendre en considération.
Marquise va quitter la prison des adultes et revenir au centre de détention des jeunes contrevenants de la Californie. I got a 9 o'clock appointment. Jose. Pendant que Marquise et Manny entendent leur verdict, José est confronté à la dure réalité de la vie à l'extérieur de la prison, où il fait encore face aux conséquences de sa vie passée. What's up? How you doing? Pretty good. So what's going on? You bring my stuff for me? Yep. Your dad not here? No. Il doit voir régulièrement son agente de probation, Angel Mina. Il doit se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue. Il ne peut pas fréquenter des membres de gang. Et il doit étudier ou se trouver un emploi. So you just need to have to look for a job because you're not doing anything. I mean, you're home all day, right? What do you do all day? I go to the library. I was working for a little bit with my dad. Yeah, but I mean, a job where you're gonna get your own paycheck. You need to. Yeah, I know. Well, I put in a lot of applications. Have you called back anybody? Nobody called me back. No, I called a call couple. them back. Yeah, I did. But they just say, well, we'll see, we'll call you or whatever. You keep calling them back, they'll get tired of hearing from you because you can't be sitting on your butt. You just got to be persistent. Everywhere I go, even to like a supermarket or something, everybody asks, have you been convicted of a felony? If yes, like why, when, what happened, So I put it down and, but of course I haven't got no phone calls yet. But I'll keep trying. Les comprends-tu? Peux-tu comprendre pourquoi les gens ont peur? But I think they should at least, give me a chance, come talk to me, interview me or something, see what I really am like, Je sais qu'il est allé à une agence d'emploi temporaire et tout allait bien jusqu'à ce qu'ils en viennent à lui demander s'il avait déjà été condamné pour un délit. Il va devoir prendre une décision à ce sujet. Nous l'avons prévenu qu'il doit leur dire qu'il a déjà été condamné. Mais il y a évidemment d'autres moyens de le faire. Ce n'est pas la bonne manière de procéder dans ce cas-ci. C'est une décision vraiment difficile qu'il doit prendre. Est-ce que je cours le risque de dire la vérité tout de suite et ne pas être engagé, ou est-ce que je mens et lorsqu'ils vont l'apprendre, j'espère qu'ils vont m'aimer assez pour me garder? N'est-ce pas un sale coup tout de même? Pour tous les jeunes qui sortent du système, pas seulement José, et qui veulent changer? C'est difficile. Il en va de même pour les adultes en liberté conditionnelle. Il y en a qui trouvent du travail. Ce n'est pas impossible, mais c'est très dur. En tant qu'agente de probation, je vais faire tout mon possible pour t'aider. Je ne suis pas ta mère. Tu sais, je ne peux pas être ta mère. Je vais faire ce que je peux, mais en fin de compte, malheureusement, même si ça semble un peu dur, tu devras le faire toi-même. Atteint par le ministre Denis Coderre comporte de nombreuses modifications qui permettront de refuser les indésirables et de faciliter l'expulsion des terroristes et des criminels de guerre. Des milliers d'étudiants ont dit, 18 enfants de 7 et 8 ans sont morts et 2 adultes. 3000 personnes sont sans abri. Il y a maintenant plus de 15 mois que Sean a agressé son père. Le juge Thomas Edwards est enfin prêt à rendre sa décision, à condamner Sean pour la tentative de meurtre. En outre, Sean est aussi accusé d'un délit d'ordre sexuel. Nous reprenons l'audition. Nous avons maintenant reçu 2 nouveaux rapports, plus le diagnostic du centre de détention de la Californie. I had Stan Faddis, my probation officer. I had my parents all telling me that you're going to CYA. Based on what happened, based on this report. This report is so terrible. It makes you look like a savage. Très bien, Sean. Que voulez-vous dire? Your Honor, 2 days after I arrived in the Youth Authority, I was faced with the choice not to come in prison, and that's to hurt or to be hurt. This ultimatum was presented to me by a white gang wielding a jailhouse shank, which are not altogether uncommon in the Youth Authority either. I was afraid for my life, Your Honor, and that is why I did what I did. Not because I'm a predator, not because I'm sexually confused, because I didn't want to die. Your Honor, if I was sent to Sacramento to scare me straight, then this court has undoubtedly accomplished its goal. But if I was sent with an evaluation in mind, then that evaluation was undoubtedly flawed. A person's true character cannot be judged if that character must be changed in order to survive. A true test of my character would be my continued behavior here over a much longer period of time in a safe and secure environment. Please keep me close to my family and just keep me safe. For my sake and for that of my family, please, Your Honor, just help me. Merci, Sean. C'est à vous glacer le sang de l'entendre justifier ce comportement.
Il semble se justifier de laisser libre cours à ses impulsions violentes chaque fois que cela lui semble approprié. Et cela, c'est en fait la définition même d'un sociopathe. Je pense que ce jeune homme est devenu un sociopathe et qu'on doit le garder dans un lieu où il ne sera pas une menace pour la population. Voilà. Merci, Monsieur Soares. J'ai eu le temps en fin de semaine de consulter mes notes. Le juge Edwards se prononce d'abord sur le délit d'ordre sexuel. Il considère que l'explication de Sean, qu'il l'a fait afin d'éviter de devenir lui-même une victime, est crédible. En ce qui concerne le 288 au centre de diagnostic, je trouve cela révoltant. Mais je pense que c'est circonstanciel. La description de Sean est probablement plus précise. Il se prononce ensuite sur l'agression de Sean contre son père. Il est du pénible devoir de ce tribunal de constater que l'agression au couteau de Sean contre son père découle d'une dynamique interpersonnelle de dysfonction familiale extrême. Ce fut une expression de la rage croissante de Sean, peut-être reliée à la drogue, peut-être à un trouble de sommeil, je ne sais pas. Les experts ne s'entendent pas là-dessus. Quoi qu'il en soit, le problème de Sean découlant du contexte et des relations familiales, la solution doit aussi partir de là. Après avoir considéré les diverses possibilités qui s'offrent au tribunal, il me semble que le meilleur endroit où Sean puisse entreprendre ce processus, c'est ici même, dans le comté de Santa Clara, au centre de détention, jusqu'à son 19e anniversaire de naissance. Le centre de détention de la Californie sera toujours là si cela ne fonctionne pas, ou si Sean démontre des comportements antisociaux ou abusifs. Nous préservons donc la sécurité de la communauté tandis que nous tentons de guérir ce jeune homme et de rétablir cette famille. Je vous propose une brève suspension de l'audience. Séchez vos larmes, puis nous reprendrons l'audience et je rendrai ma décision et les ordonnances qui en découlent. Barbara, on ne pleure pas quand on réussit. Oui, on pleure. At the end, I think everyone in that courtroom En fin de compte, je pense que tout le monde dans la salle d'audience a été renversé. Je pense qu'on a commis une terrible injustice. Pas seulement parce qu'on n'a pas traité cet individu comme on aurait dû le traiter, selon moi, mais parce que nous laissons entrevoir à la collectivité que certaines personnes seront traitées différemment par le système à cause de leurs origines. Même l'avocate de Sean est surprise par la décision du juge. Sean a eu un répit. Ça revient à cela. Il a un répit. Parce que nous avons bien des jeunes malades qui ne bénéficient pas du même traitement. Est-ce équitable? Non. Le système n'est pas équitable. Le racisme institutionnel est encore bien présent au sein du système judiciaire pour les jeunes. La déontologie interdit au juge Edwards de parler des éléments qui concernent directement la cause de Sean, mais il a accepté de répondre à des questions plus générales concernant l'équité du système judiciaire pour les jeunes. De nombreux enfants que nous avons interviewés sont convaincus que les jeunes blancs de la classe moyenne sont mieux traités. Ils ont de meilleures chances de rester chez leurs parents, d'avoir une sentence moins sévère et de pouvoir poursuivre leurs études. Est-ce vrai, selon vous? Eh bien, toutes les études et toutes les statistiques le confirment. Les minorités sont représentées de manière disproportionnée dans nos centres de détention et ce n'est pas normal. Mais pourquoi le système est-il aussi enclin à tolérer ces disparités? Eh bien, cela dépend de votre point de vue. Il est probable que la plupart des juges adopteraient une attitude défensive et vous diraient essentiellement qu'il y a de plus fortes chances que les enfants qui viennent des centres-villes fassent partie de groupes minoritaires dans notre culture. Ils vivent aussi dans des secteurs qui ont peu de ressources de quartier à offrir. Leurs parents n'ont pas assez d'argent pour leur offrir la supervision dont bénéficie un enfant d'un quartier blanc plus riche. Alors, pourquoi le système judiciaire devrait-il placer ces enfants, les blancs de parents riches, en détention lorsque les parents peuvent faire aussi bien, sinon mieux, en dépensant leur propre argent à cette fin? En plus de permettre à Sean de purger sa peine au centre de détention des jeunes contrevenants du comté de Santa Clara,
Le juge Edwards l'a autorisé à en sortir pendant la journée pour les séances de relations thérapeutiques, les réunions des drogués anonymes et les cours du collège communautaire, toutes ces dépenses étant défrayées par ses parents. Je vais toujours me demander si ce jeune homme va récidiver. La seule chose dont je sois certain, c'est qu'il a tenté de tuer son père. Le plus angoissant, c'est que nous ne savons toujours pas pourquoi. I'm not saying unequivocally that parasomnia is what happened. I'm not going to say there was a drug, I really don't know. I'm saying an equal belief to me is that, I'm saying God made me do something just completely terrible in order to take me away from that situation. God works in mysterious ways to get you away from things that you shouldn't be doing. And if it takes something so serious, then so be it. Au centre de détention des jeunes contrevenants de la Californie, Marquise est inscrit à un programme qui met l'accent sur la formation professionnelle. Il travaille maintenant avec une équipe de paysagistes. Il était admissible à une libération conditionnelle à l'automne 2001. Au début, je tenais vraiment à ce qu'il soit jugé comme un adulte. Je voulais qu'il soit reconnu responsable. Je ne suis pas sûre que cela aurait été la solution, et peut-être que celle-ci est meilleure. Ce qui me chagrine le plus, c'est que notre système ne l'ait pas sorti de ce milieu alors qu'il était jeune, pour lui offrir un autre genre de vie. Vous pensez donc que le système l'a abandonné? Notre société l'a abandonné. Es-tu optimiste en ce qui te concerne? No. Vraiment? Pourquoi? I don't know. Marquise lutte pour croire en son propre avenir. Le défenseur public, Gilda Valero, se bat elle aussi. Il est tellement attaché à sa famille qu'il adore. Malheureusement, cela l'affecte énormément lorsque sa mère ne parvient pas à rester sobre. Je pense qu'il transpose l'échec de sa mère à son niveau, en disant « à quoi bon essayer quand on sait que rien ne va changer ». Il y en a qui disent que tu vas devoir t'affranchir de ta mère un peu. Penses-tu le faire? Nah, I can't never do that, 'cause that's my mom, and it's like, whatever people say, that's just their opinion, because I can never do that, though. Marquise vous aime tant, il vous protège tellement. Vous savez, c'est très touchant, mais c'est à fendre le cœur d'une certaine manière. Je me demande parfois si sa loyauté envers vous ne l'empêche pas de prendre de meilleures décisions par rapport à sa propre vie. Avez-vous déjà pensé à cela? Oui, je sais exactement où vous voulez en venir, car j'avais la même impression en ce qui concerne mon père. Il faisait comme moi envers Marquise, comme vendre de la drogue et en prendre. Mais il était mon père, et à mes yeux, c'était un dieu, il était tout, vous comprenez? Mais maintenant, je vais briser ce cycle, car je sais que c'est néfaste. Je ne ferai plus jamais ça, à aucun de mes enfants. Vous pensez donc être le facteur déterminant dans sa vie. Si vous vous ressaisissez, il va faire de même? Non, je ne dirai pas cela. Je sais qu'il doit prendre ses propres décisions, mais je pense que lorsque je serai sur la bonne voie, il va me suivre. La situation a paru encore plus triste pendant l'été, lorsque Gaina, la mère de Marquise, a dû quitter le programme de réhabilitation. On l'a envoyée à la prison de l'État pour les femmes pendant 3 mois. La dernière fois que nous avons vu Marquise, il a demandé pourquoi sa mère ne lui a pas écrit. Personne ne l'avait informé de ce qu'il était advenu de sa mère. À l'été 2000, Manny a plaidé coupable à 7 chefs d'accusation d'agression avec une arme mortelle. En janvier 2001, on l'a condamné à 9 années de détention à la prison de l'État. Il a maintenant 2 condamnations pour délits commis avec violence à son actif. S'il récidive, il risque la prison à vie d'après la loi de la 3e faute de la Californie. Might as well be a done deal. 2 strikes. I'm only 18 years old. I plan to live till I'm like 50 or something. I ain't perfect, so I don't know. I don't think I'm gonna make it,
I don't think I'm gonna stay out for good forever. Qu'est-ce qui peut aider les jeunes? L'attention qu'on leur accorde. Si le jeune sait que les personnes auxquelles il a affaire au sein du système se préoccupent de lui, cela fonctionne. Ces jeunes doivent avoir la chance de bénéficier de ce système afin que nous puissions les sauver et qu'ils soient productifs. Et alors la société en bénéficie. Sinon, très bien, dépensons une fortune chaque année, contentons-nous de mettre ces jeunes à l'écart. Ils vont sortir un jour et alors, ils vont se retrouver de nouveau devant nous et nous devrons dépenser plus d'argent que jamais. L'incarcération a un effet de réhabilitation. Court-on un risque à incarcérer ces personnes dans la prison de l'État? Eh bien, il y a certainement un risque, et ce risque doit être pris en considération. Mais si une personne démontre, par le délit qu'elle vient de commettre ou par ses nombreuses récidives, qu'elle constitue un risque pour la société, vous savez que pendant son incarcération, la population est protégée. Commettez un délit d'adulte et vous purgerez une peine d'adulte. Cela semble être devenu la loi du pays. Le 7 mars 2000, les électeurs de la Californie ont suivi la tendance nationale en adoptant la Proposition 21, cette loi qui juge plus sévèrement les délits des jeunes. Selon la Proposition 21, Manny et José auraient aussitôt été référés au système pour les adultes. Quant à Marquise, le fait d'être inadmissible à un seul critère au lieu de la majorité l'aurait envoyé directement au tribunal pour les adultes, ce qui était auparavant réservé aux contrevenants violents. Les adversaires de la Proposition 21 soutiennent qu'elle s'attaque au cœur même du système de justice pour les jeunes, la réhabilitation. Nous avons complètement éliminé l'individualisation au sein du système afin de déterminer si cette personne en particulier doit être jugée comme un adulte ou non. On a complètement éliminé cela du système pour certains types de délits commis par des enfants âgés de 14 ans. Pourquoi juger un jeune comme un adulte? En fin de compte, le système judiciaire pour les jeunes dépend de la disponibilité des ressources. Ce système, financé par les contribuables, possède des ressources limitées. Afin d'optimiser ces services pour les jeunes qui vont en bénéficier le plus, il faut parfois prendre des décisions radicales et déterminer si oui ou non les délinquants les plus endurcis méritent de bénéficier des ressources dont le système judiciaire des jeunes dispose. This is item number 15 on the primary calendar, petition J118. Quant à Sean, il s'est attiré des ennuis une fois de plus en consommant des drogues alors qu'il purgeait sa peine au centre de détention du comté. Quand il a su que son agent de probation était au courant, preuve à l'appui, Sean s'est enfui. On l'a arrêté à 4 heures de route dans une autre ville. Il était drogué et belliqueux. Les policiers ont dû recourir à la force pour le maîtriser. Alors, comprenez-vous la nature de toutes ces accusations? Ces accusations sont-elles véridiques? L'affaire vous a-t-elle été soumise, maître? Oui, votre honneur. Le tribunal conclut que le prévenu a violé les directives émises antérieurement, telles que décrites dans la requête sur les délinquants violents de novembre. Le juge Edwards va condamner Sean, qui a maintenant 18 ans, pour violation des conditions de sa probation. Et il y a José, le plus jeune des 4, celui qui était accusé du crime le plus grave. Après 5 mois de refus, José a enfin trouvé un emploi au service des parcs municipaux. I think that I've changed a lot because I understand what life's about, and I know what it's going to lead me to if I don't change. And some people, they know, like we all know, but some just don't care. Some don't care about what they want to do or what they're going to be. But I care about myself, you know. Je lui ai dit très sincèrement, je suis content qu'il t'ait pris en charge et qu'il t'ait rescapé, car si on ne t'avait pas arrêté, tu n'aurais pas été sauvé. José est un symbole de ce qui peut être fait. Mais cette réussite repose sur une base fragile. Il n'a obtenu son emploi que lorsqu'une infirmière du centre de détention du comté est intervenue en sa faveur auprès d'un ami.
Et s'il a pu reprendre ses études, c'est grâce aux employés du centre de détention qui se sont cotisés pour lui acheter des livres et une bicyclette. En outre, son ancien professeur, M. Mangeli, l'appelle souvent pour l'encourager. La leçon à tirer du cas de José, c'est qu'il représente ce que certains de ces jeunes auraient pu devenir s'ils en avaient eu l'occasion. Il y est parvenu et je pense qu'il va réussir parce que des gens se sont préoccupés de lui. Je pense qu'il va devenir un bon citoyen et que c'est cela le fondement de la société. Il est notre enfant, vous savez. Il est vraiment notre enfant. Voilà pour cette édition de Grand Reportage. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas les informations dans quelques minutes. Au revoir et à bientôt. La Gazette est... En manchette ce soir, pour lutter contre la pauvreté, couper l'aide sociale au bout de 5 ans. La personne a une responsabilité individuelle de se trouver du travail. Si jamais on ne réussit pas, qu'est-ce qu'on fait? On les lâche dans la rue? Le droit de vote au fédéral pour les prisonniers, la Cour suprême dit oui. Ce qu'on ne ferait pas pour être cool. Les jeunes considèrent le cannabis comme une substance à peu près comme la cigarette. On découvre le pot de plus en plus jeune. D'abord, une soirée d'Halloween vraiment horrifiante pour des parents de Lotbinière. Un accident vraiment tragique qui s'est produit ce soir à Saint-Gilles-de-Lotbinière. Denis Thériault est là-bas. Alors, Denis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une soirée d'Halloween qui se transforme en cauchemar. Lorsque les enfants sortent de la voiture, les parents s'étaient immobilisés de ce côté-ci de la route. Les enfants sont allés de l'autre côté, cognés à une porte. Ils ont demandé des bonbons aux propriétaires, comme l'ont fait des milliers d'enfants ce soir. Et en revenant dans la voiture familiale, ils sont arrêtés sur le bord de la route. Lorsque le père leur a dit « Arrêtez, arrêtez, ne traversez pas », il y a une camionnette qui s'est présentée. Le bambin de 4 ans a décidé de traverser quand même. Il a été happé mortellement par la camionnette. Il y a des voisins, entre autres un pompier qui reste à côté, qui a tenté de le sauver, de le réanimer en vain. Tout ça s'est passé en plein cœur du village, dans un endroit pas très éclairé. Ce bonhomme était habillé en vampire, puis il y avait une camisole blanche, là. Il me semble que c'était visible, mais c'est sûr que c'est le soir. Ouais. Pas très éclairé. Non, c'est sûr. La lumière de rue n'est là, mais là, là-bas, l'autre est loin, là. Fait que il l'a probablement pas vu, hein. Il l'a vu à la dernière minute, là. Ouais. Pourtant, son père avait demandé de rester de ce côté-ci. Oui, mais c'est un enfant. Ouais. C'est vraiment épouvantable, Denis. Puis ça s'est passé en plus sous les yeux des parents puis de la petite sœur de l'enfant. Oui, la petite sœur qui était juste à côté, qui est restée sur le bord de la rue. Les parents sont partis à l'hôpital avec le bambin où le décès était constaté. Quant à la petite sœur, elle est retournée à la maison où elle avait demandé des bonbons. Les gens connaissaient les parents et ils sont avec elle actuellement. Les policiers vont ouvrir une enquête? Oui, et quant au conducteur de l'automobile, ce qu'on nous dit, c'est qu'il ne semblait pas conduire vite. C'est vraiment un accident. Le bambin a décidé de surgir devant la voiture avec le résultat qu'on connaît. Merci beaucoup, Denis. Au revoir, Sophie. Au revoir. Eh bien, les prestations d'aide sociale à vie, ça n'existe plus aux États-Unis et le Conseil du patronat voudrait qu'on en fasse autant chez nous. Fini le bien-être social après 5 ans. C'est une suggestion, bien sûr, rapidement rejetée par le gouvernement et l'opposition libérale. Monique Grégoire. Plusieurs assistés sociaux ont eu froid dans le dos en entendant la proposition du Conseil du patronat. Au bout du 5 ans, au-delà d'une responsabilité sociale qui a été assumée correctement par les gouvernements, la personne a une responsabilité individuelle de se trouver du travail et on pense que c'est un effort qui est des deux côtés qui va permettre de réintégrer, de quitter la zone d'exclusion, de quitter la pauvreté. Aux États-Unis, on a appliqué cette mesure et elle a donné de bons résultats selon lui. Au Québec, il y a près de 405 000 assistés sociaux. 69 % d'entre eux sont aptes au travail. Alain Fortin est un de ceux qui perdrait son aide sociale si on appliquait la mesure du Conseil du patronat. Il y aura peu de moyens pour me loger, nourrir et subvenir à mes besoins.
Je serais content d'aller voler de la nourriture sur le métro. Christos Syros du Parti libéral lui donne raison. Si jamais on ne réussit pas, qu'est-ce qu'on fait? On les lâche dans la rue, puis on leur dit quoi? Aller voler pour vivre? Qu'est-ce qu'ils vont faire, là? Est-ce qu'on veut vraiment se modeler sur les grandes villes américaines avec des taux de criminalité plus élevés, puis de mendicité et d'itinérance? Le gouvernement du Québec s'oppose aussi à la proposition du Conseil du patronat. Depuis 1994, les assistés sociaux sont libres de participer à des programmes de formation pour les aider à réintégrer le marché du travail. Et cela donne de bons résultats, selon la ministre responsable. On a réussi à diminuer de 30 % le nombre de personnes demeurant sur l'assistance-emploi. On y est arrivé en mettant l'accent sur la formation des assistés sociaux, un objectif avec lequel le Conseil du patronat aussi est d'accord. Nous estimons qu'il y a actuellement une possibilité d'amélioration du côté de la formation et nous le souhaitons et nous disons que c'est l'outil principal pour sortir de la pauvreté. S'il est vrai que les assistés sociaux sont pauvres, ils ne sont pas les seuls. Toutes les personnes qui gagnent moins de 16 $ l'heure et qui doivent subvenir aux besoins d'un conjoint et de 2 enfants font partie des faibles revenus, selon Statistique Canada. Et ils sont beaucoup plus nombreux que les assistés sociaux. Monique Grégoire, TVA, Montréal. Et un autre sujet délicat qui ne passe pas comme une lettre à la poste, le droit de vote aux détenus. Les prisonniers des pénitenciers fédéraux vont pouvoir maintenant voter aux élections fédérales. La Cour suprême vient d'invalider la loi qui les en empêchait. 10 000 qui marchent pour dénoncer le projet du Léa. Pour nous, c'est très clair qu'actuellement, on négocie l'éducation puis d'autres services publics au même titre qu'une franchise de McDonald's. On trouve ça inacceptable. C'est donc à Montréal que la foule était la plus imposante, au point de provoquer des bouchons de circulation monstres. Les policiers étaient nombreux, mais n'ont pas eu à intervenir. Mis à part cette personne incommodée, on ne déplore que 3 voitures endommagées, 2 vitrines fracassées et un câble de TVA sectionné. Pour une rare fois, les manifestants ont su se faire entendre sans se faire arrêter. Maxime Landry, TVA, Montréal. Les étudiants ont consommé du cannabis. 1 sur 5 en prend fréquemment. 16 % ont absorbé des hallucinogènes. 14 % au moins une fois par mois. Les garçons consomment plus que les filles. Le plus inquiétant, c'est que les jeunes commencent à consommer de plus en plus jeunes, à 11 et 12 ans. Entre le secondaire 1 et le secondaire 2, la proportion de ceux qui prennent du cannabis passe de 15 à 36 %, les hallucinogènes de 5 à 14 %. Cet adolescent a fumé son premier joint à l'âge de 12 ans, puis tout a basculé. J'ai consommé du chimique, genre du moche, du subivore, de la mescaline. Pourquoi les jeunes consomment-ils? Beaucoup de monde disent « fume un joint, tu vas être cool ». Les adolescents les plus à risque sont ceux qui ont une faible estime d'eux-mêmes et qui vivent des situations difficiles. Les jeunes qui présentent des problèmes proviennent de milieux où il y a déjà une consommation importante du jeu ou importante de l'alcool ou de la toxicomanie. L'alcool est aussi consommé en grande quantité par certains étudiants. 22 % ont bu de façon excessive au moins 5 fois au cours de cette même période. D'autre part, on apprend que 4 % des élèves ont un problème de jeu. Que peut-on faire pour aider ces jeunes? Selon cet adolescent qui commence à s'en sortir, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion avec ses parents quand c'est possible. Faut pas que tu lui interdises carrément, il faut que tu lui expliques les pour et les contre. Harold Gagné, TVA, Montréal. On vous a parlé un petit peu plus tôt de cette proposition du Conseil du patronat de mettre fin aux prestations d'aide sociale après 5 ans. Il est important de préciser que cette suggestion concerne seulement les assistés sociaux qui sont aptes au travail. Voilà, la politique maintenant est l'art de choisir ses mots. Parlez-en à la députée adéquiste Marie Grégoire. La numéro 2 de l'ADQ a déclaré que le modèle des garderies à 5 $ envoie le message que c'est niaiseux de rester à la maison. Le regroupement des centres de la petite enfance réclame des précisions et la ministre Linda Goupil des excuses. Robert Plouffe. C'est connu, l'ADQ n'aime pas le modèle des garderies à 5 $. Un système de monopole, selon eux, qui ne laisse pas suffisamment de choix aux parents. Interrogée lors d'une table ronde par la revue Châtelaine, la députée de Berthier, Marie Grégoire, a déclaré que ce modèle envoie aux femmes le message que c'est niaiseux de rester à la maison. J'ai trouvé ça un petit peu spécial, la citation, là, de traiter les femmes de niaiseuses. Le regroupement des centres à la petite enfance a rencontré la députée Grégoire pour exiger des explications. C'est une image, là, il faut s'entendre. Mais alors, ce que je dis, c'est que quand on valorise qu'un seul modèle, on dit aux autres que le choix qu'ils font, c'est peut-être pas nécessairement le bon choix.
Mme Grégoire a expliqué qu'au contraire, son parti veut offrir des bons aux parents pour les laisser choisir le modèle de garderie pour leur enfant, de leur permettre, s'ils le veulent, de rester à la maison. Les centres de la petite enfance rétorquent que les parents ont toujours le choix, même avec le modèle actuel, de garder leur enfant chez eux. Mme Grégoire ne les a pas convaincus. Ce qui me rassure pas, c'est de ne pas savoir où est-ce qu'ils iront chercher les argents pour implanter ces bons-là, puis qu'est-ce qu'ils vont faire des acquis actuels de la politique familiale. C'est ce qu'on n'est pas capable de lire à l'heure actuelle dans le programme de l'ADQ. C'est inacceptable et c'est méprisant. La ministre responsable du programme des garderies à 5 $ a été particulièrement choquée des propos de la députée Grégoire et a exigé des excuses. Les 157 000 parents qui utilisent les services de garde, je suis convaincue que ce sont des excellents mamans et papas, et de dire que c'est niaiseux le message qu'on en lance, c'est inacceptable. Et je vais vous dire que, comme élu, c'est inquiétant pour la suite des choses. Bien, je pense qu'elle a mal saisi, puis peut-être qu'elle devrait s'excuser aux mères qui veulent rester à la maison d'avoir réduit leur choix en n'apportant pas le support nécessaire aux parents qui décident de rester à la maison. La députée Grégoire admet tout de même que le mot « niaiseux » n'était peut-être pas le plus approprié. Robert Plouffe, TVA, à Québec. Eh bien, après 10 jours passés dans une église, on peut dire que les prières de la famille Bourrouissa ont été exaucées. Les 3 membres de la famille algérienne qui étaient menacés de déportation ont finalement quitté l'église montréalaise où ils s'étaient réfugiés. Ils ont accueilli avec soulagement la mesure spéciale de Québec et d'Ottawa. On va permettre à tous les Algériens sans statut au Québec de présenter une demande d'immigration sans devoir quitter le pays. Les Américains ont fait volte-face et décidé de ne plus ficher les Canadiens nés au Moyen-Orient quand ils voyagent aux États-Unis. L'ambassadeur des États-Unis au Canada en a donné l'assurance aujourd'hui au ministre des Affaires étrangères, Bill Graham, qui avait protesté publiquement hier. Depuis septembre, les Canadiens nés en Irak, en Libye, au Soudan et en Syrie se faisaient photographier et leurs empreintes digitales étaient prises quand ils entraient aux États-Unis. Jobboom.com vous présente les indices financiers. L'occasion de changer cette image pour qu'elle reflète la nouvelle réalité. Le mandat des concepteurs, créer une nouvelle image tout en conservant le voilier bleu. Le résultat, 3 variations sur un même thème. Voici le logo utilisé présentement par la Ville. Remarquez les lettres minuscules et le bateau à la droite du nom. Première proposition, pratiquement la même signature visuelle. Le voilier passe en haut et le lettrage devient majuscule. Seconde option, les mâts sont plus inclinés, le lanternon à l'arrière du voilier disparaît et les fanions deviennent identiques. Troisième proposition, le navire change de direction. On le voit à travers une lunette d'approche. Il donne l'impression de fendre l'eau. Le bateau, c'est vraiment ce qui fait la notoriété de la Ville de Québec. Tous les sondages, toutes les vérifications qui ont été faites démontrent que le bateau est reconnu mondialement comme étant le symbole de Québec. Ces changements vont entraîner des coûts évalués entre 3 et 5 millions de dollars. Non seulement il faudra modifier la papeterie, mais tout ce qui se rapporte à l'image visuelle de la Ville de Québec. L'éventail est large. Lettrage de camions, vignettes de stationnement, drapeau. L'opposition demande au gouvernement Landry de payer la note, puisque c'est lui qui a forcé la fusion. Ça paraîtrait légitime que le gouvernement dise, bien, c'est moi qui ai été de l'avant avec ça, donc je vais vous aider. Est-ce que ça puisse se faire plus rapidement? L'opposition demande une consultation populaire sur le choix du logo. Nous avons mené la nôtre. Le changement et surtout ses coûts font sursauter. C'est plus important de loger les gens, les sortir de leur taudis, que de changer des entêtes de lettres. Laissez-les de même. Changez-les pas. Le parti du maire Lallier estime que consulter la population va faire grimper encore plus les coûts de la facture. Le comité exécutif de la Ville va se réunir pour étudier la question. Pierre Stéa, TVA, Québec. Aux États-Unis, le monde du rap est en deuil. Jam Master Jay du groupe Run DMC a été tué d'une balle dans la tête dans un studio d'enregistrement de... Wolf ne doit pas disparaître. Mais l'Église catholique n'est pas une démocratie. Ce sera donc une fusion forcée. Puis l'évêque dit, écoutez, tout le plan d'avenir des paroisses, c'est le regroupement. On n'a pas le choix. Il y a une vision diocésaine. Puis à ce moment-là, comment on va le faire? La contre-attaque de l'évêque Casabon pour mater la révolte a créé une sorte de commotion ici à Saint-Adolphe. Il faut dire que tous les acteurs locaux sont réunis ici sur le chemin du village, sur une distance d'environ 200 mètres. Juste à côté de l'église, c'est le presbytère. C'est là que vivait le curé Maurice Brisebois. Il a été congédié à la fin de l'été et depuis, il vit dans une maison de retraite de sa communauté à Montréal. Je pense qu'on aurait pu garder notre curé et qu'il aurait pu partir normalement, pour avoir fait son œuvre ici, là,
partir d'une façon correcte et non pas presque évincée, là. Est-ce que vous pensez qu'on l'a un peu puni parce qu'il n'était pas d'accord avec la fusion? Disons que... ouais. Le 9 octobre, une ordonnance de l'évêque a dépouillé les marguilliers de tous les biens de la paroisse. Et pour que ce soit bien clair, l'évêque est allé jusqu'à faire changer les serrures de l'église. Ils ont voulu parler de discussion de l'union des paroisses, puis tout ça. Puis eux autres, ils ont dit, ça ne nous fait rien d'unir pour la religion, les messes, puis tout ça, s'il manque de prêtres. Mais notre fabrique, on la garde. Hein? Fait que là, lui, il est arrivé, puis il a mis dehors. C'est une forme de tutelle, oui, mais ça n'existe pas au plan religieux. Dans la loi, là, on ne mentionne jamais le mot tutelle. Mais c'est une forme de tutelle pour un temps qu'on puisse s'asseoir puis voir clair là-dedans. Le lendemain, 3 émissaires de l'évêque se sont présentés à la Caisse populaire pour tenter de faire main basse sur le compte de la paroisse qui compte 100 000 $ à son actif. Mais la Caisse populaire a refusé, considérant que la propriété de ce compte était celle de la fabrique et non pas celle de l'évêché. De plus, la carte de guichet automatique qu'on attendait de vous faire ne peut pas être émise pour l'instant tant qu'on n'aura pas soit les documents ou un changement de signataire valable. À côté, c'est l'Hôtel de Ville. Déjà sensibilisé par une pétition de 820 noms, le maire Jean Brossard a pris parti pour l'autonomie paroissiale. Ce clocher bleu-là a fait le tour de la province de Québec. Et dans le cœur de tous les citoyens de Saint-Adolphe, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre communauté. Le conseil municipal a même octroyé 5 000 $ à la fabrique pour ses frais d'avocat. Celle-ci songe à obtenir une injonction contre l'ordonnance de l'évêché. Encore ici, pas besoin d'aller très loin. Le bureau de l'avocat de la fabrique, maître David Brossard, qui est aussi neveu du maire, se trouve juste à côté du presbytère. Et celui-ci entrevoit un procès qui pourrait faire jurisprudence en matière de droit des paroissiens. Les paroissiens ont été révoltés par la mise à l'écart de leur curé, et cette fête, pour marquer son départ, c'était un peu un pied de nez aux autorités diocésaines. Je quitte Saint-Adolphe à regret. Bien sûr, ça me fait de la peine, surtout dans les conditions que vous connaissez. J'aurais aimé quitter dans des conditions plus sereines, mais les événements ont fait en sorte que ce soit comme ça. Le 4 août dernier, une amertume bien évidente transpirait du dernier sermon de Maurice Brisebois. Après la rencontre où nous avions été convoqués par l'évêque, sans qu'il ne daigne venir nous rencontrer, je me suis rappelé cette citation. « On ne conduit pas le peuple de Dieu comme un troupeau de vaches. » Victime de son franc-parler, Maurice Brisebois devra désormais se taire. Sa communauté, les clercs de Saint-Viateur, lui a demandé le silence sur toute cette histoire. Ils ont un problème à régler, mais je pense qu'ils ne l'ont pas expliqué à la population. Ils n'ont pas pris le temps. Je pense qu'ils avaient le pouvoir légal de faire ce qui se faisait et ils ont décidé, ils ont dit, écoute, on a le droit de le faire, on y va, un peu style bulldozer. Et c'est un peu ça qui a brimé la population, qui a brimé les gens. Ce 22 octobre, rien ne va plus. Les marguilliers, maintenant officiellement démis par l'évêque, se réunissent toujours dans le presbytère. Ils agissent en contravention des règles de l'Église, à l'insu du nouveau curé, et pour le moment, à l'abri des médias. Après la pause, les marguilliers se vident le cœur. Tout le projet. Ben, je me dis, on aurait peut-être pu s'asseoir puis négocier une date d'entrée. D'ailleurs, ça a été fait. L'évêque a proposé des dates d'entrée. Moi, je pense que si on avait voulu négocier jusqu'à 2006, l'évêque l'aurait fait. Mais c'est sûr que si on regarde les visions d'avenir, je me dis, M. Brisebois, je ne sais pas quel âge il avait, autour de 74, 75. C'est sûr qu'il n'est pas là pour 20 ans. Là. Je pense qu'il faut être logique aussi. Qui va assurer le suivi? Comme plusieurs paroissiens, Judith Grenon a déserté son église. Je suis plus capable de rentrer dans mon église à côté. Je la regarde, elle est tout à côté de chez moi et je suis comme une âme en peine. Et maintenant, je vais dans d'autres paroisses. Je suis une âme, je dirais ça, en peine parce que cette église-là a perdu son pasteur, à mon avis. Quelqu'un qui lui donnait la vie, qui lui donnait un véritable sens. Un sens de ce que c'est la religion et la communauté. Le curé de Saint-Sauveur, Georges Blais, est aussi vicaire général de l'évêque. Il a été désigné tuteur de Saint-Adolphe. Bon, on est rendu loin quand même. Là, il y a une désaffection dans cette paroisse-là. Il y a des gens qui ont cessé d'aller à l'église à Saint-Adolphe. Il y a des gens qui
qui sont démobilisés. Ça, c'est une réalité. Est-ce que vous n'avez pas sacrifié quelque chose? Ah, c'est bien possible qu'il y ait eu des sacrifices de fait ici et là. C'est bien possible. Mais est-ce que l'Église, aujourd'hui, est dans une position pour faire des sacrifices comme ça? Elle n'est jamais dans aucune position pour faire ça, mais des fois, on est coincé dans des situations. Les Marguilliers se souviennent encore amèrement d'une rencontre avec le père Georges Blais le 17 juillet dernier, où celui-ci les a placés devant un ultimatum. Accepter la fusion en échange d'un sursis d'1 an pour leur curé. J'ai dit non, on peut pas. Alors, moi, quand j'ai dit j'aurais l'impression de me perjurer face à mes voisins, les paroissiens, on m'a dit « Oh, madame, un petit perjure. » Oh oui, puis moi, j'ai dit c'est du chantage. J'ai dit « Madame, des mots, des mots. » Des mots. Qui vous disait ça? Monseigneur Blais. Monseigneur Blais. Donc, là, vous avez choisi la méthode forte. On peut appeler ça fort. Disons que les choses étaient claires, puis à un moment donné, on est arrivé à une décision que ça ne marchait pas. Puis le 9 octobre, vous avez transmis, vous êtes allé à Saint-Adolphe, là, vous avez transmis au conseil de fabrique une ordonnance. Expliquez-nous ce que contenait cette ordonnance. L'ordonnance, c'était pour amener, en fin de compte, les membres du conseil à fonctionner dans ce que l'évêque proposait comme démarche. Comme il résistait tout le temps, mais l'évêque a pris l'option de, suspendre les activités du conseil. Pour le père Blais, changer les serrures de l'église de Saint-Adolphe était justifié dans les circonstances. Bon, c'est une façon de faire pour les gens qui ne se font pas confiance. Donc, la confiance était à basse à ce moment-là, de part et d'autre. Est-ce que c'est assez clair? Qu'est-ce que Monseigneur Casabon veut? En envoyant ces 3 rabbins, ces 3 subalternes, saisir notre compte de banque. Par le fait même, il y aurait un seul compte de banque. Donc, vous perdriez votre autonomie. On perd notre autonomie. Nous, on veut garder notre autonomie du côté de nos dépenses, du côté de nos revenus. Vous dites un juge aura décidé ça. Est-ce que vous pensez maintenant qu'on va régler ça dans les tribunaux? Bien, si ça ne se règle pas à l'amiable, ce qu'on fait d'habitude en société, si c'est pas à l'amiable, on va voir un juge. Là, on a tendance à vouloir le faire à l'amiable. Aux yeux de l'évêché, le conflit sur l'autonomie en cache un autre, entre une paroisse riche et d'autres, qu'ils sont moins. La paroisse Saint-Adolphe a des ressources en termes de personnes, en termes de monnaie, d'argent, qui est dans les paroisses à côté, c'est peut-être un peu moins développé. Alors, c'est sûr qu'ils ont réussi à organiser des choses dont ils sont fiers, puis légitimement, c'est bien correct. Mais en même temps, on leur dit, ces ressources-là, ils pourraient être aussi avantageusement mis en contribution pour un ensemble des paroisses du coin. Mais pour le moment, la résistance des paroissiens de Saint-Adolphe s'exprime aussi au moment de la quête du dimanche. Moins d'assistance à la messe, puis moi, je suis quêteuse à l'église, alors je m'aperçois que les paniers sont pas mal vides. Ça vous inquiète pour l'avenir de la paroisse? Ben oui, c'est sûr, parce que là, si les recettes baissent, nos espoirs vont baisser aussi. Le père Richard Guimont, un dominicain de Montréal, a signé un dossier récent dans la revue Notre-Dame sur l'avenir des paroisses. Il s'inquiète de la tournure des événements de Saint-Adolphe. Moi, je trouve ça extrêmement regrettable qu'on en arrive à des actions comme celle-là, d'imposer au nom d'un plan quelque chose que les gens ne sont pas prêts à accepter. La toute première requête, c'est d'être accepté. Comme paroisse. Nous avons appris que Monseigneur Vital Massé ne pouvait pas nous accepter dans son diocèse sans l'accord de Monseigneur Casabon. On ne va pas se poser entre quelqu'un. Au presbytère de Saint-Adolphe, en pleine réunion des Marguilliers, un coup de théâtre est sur le point de se produire. Le chancelier de l'évêché vient livrer, en personne, une lettre au contenu extraordinaire. Dans un esprit de conciliation, l'évêque Gilles Casabon annonce qu'il révoque son ordonnance et redonne leur pouvoir aux Marguilliers. C'est une lettre qui arrive de l'évêché du chancelier directement. Ah, mon Dieu! Je retire par la présence, ce qui est bien important, l'ordonnance que j'ai émise par lettre le 10 octobre. La raison qui a motivé cette décision prise en vertu de l'article 6 de la loi des fabriques ne me semble plus exister pour le moment. La présence des médias accomplit parfois des miracles. Quant à l'émission Le Point de Radio-Canada, je ne sais pas de qui vient cette initiative.
Monseigneur Casabon annonce enfin qu'il viendra dimanche prochain dire la messe à Saint-Adolphe et qu'il va rencontrer les paroissiens pour la première fois depuis le début du conflit. Pour célébrer l'unité de la communauté paroissiale dans le Christ autour de son pasteur. Il y aura certainement une foule intéressée dans la nef de Saint-Adolphe en fin de semaine. Pour l'instant, chacun oscille entre le scepticisme et l'espoir. Je pense que les paroissiens ont quand même un certain droit. Ils peuvent avoir leur tort aussi, mais ils sont chez eux dans une paroisse. Et c'est une fabrique, l'Église, ça leur appartient. Bien sûr, l'évêque a quelque chose à faire là-dedans, mais il me semble qu'il y a un respect à avoir pour les paroissiens. Ils ont même aussi le droit de se tromper. Le GVRD affirme que si le temps sec continue, on devra pomper de l'eau du réservoir de Coquitlam pour desservir la région. Une initiative très coûteuse. Environnement Canada prévoit encore du temps sec pour la prochaine semaine. Avec aucune précipitation en vue et des réservoirs d'eau presque à sec, les autorités demandent maintenant aux citoyens de surveiller leur consommation d'eau pour éviter de la gaspiller. Dominique Lévesque, Radio-Canada, Vancouver. On est allé sur 18 années. Le médecin lui reconstituait peu à peu une bouche en prélevant un peu de fesses, un peu de... authentique, hein. Mais bon, il restait